Ce que nous allons vous raconter, c'est une petite histoire, petite mais dense, qui parcourt le XXe siècle. Un siècle de guerre et de misère, mais aussi de prospérité et de beauté. Ce récit s'appuie sur quelques images sélectionnées parmi plus de 400 photographies actuellement présentées au Palazzo Grassi jusqu'en janvier 2024 à l'occasion de l'exposition Chronorama. Il ne s'agit pas ici de cultiver la nostalgie d'une époque, mais d'essayer d'observer notre passé avec attention, affection et curiosité. Ces photos, prises entre les années 1910 et 1970, proviennent des archives Condé Nast, dont une partie a été acquise en 2021 par la collection Pinault. Mais d'abord, qui était Condé Nast ? Condé Monrose Nast, né à New York en 1873, fut un important homme d'affaires doublé d'un grand éditeur. Après plusieurs années couronnées de succès à la tête de l'hebdomadaire Collier's Weekly, Condé Nast, qui a alors 36 ans, achète un magazine qui va devenir le plus important et influent du monde en matière de mode et d'art de vivre. Son titre, Vogue. Aujourd'hui, Vogue compte au niveau mondial un lectorat de près de 268 millions de personnes. Mais à l'époque, c'était une revue en déclin. L'objectif de Condé Nast était de remanier le magazine, d'en lancer 2 nouvelles versions, une pour l'Angleterre, une pour la France, et d'en faire à terme une référence pour l'élite internationale. Quiconque voulait s'informer sur les dernières tendances devait lire Vogue, puis Vanity Fair et House & Garden, les 2 autres titres que Condé Nast a rachetés dans les années qui ont suivi. Pour donner vie à son projet, il fallait cependant tout changer, en particulier faire un usage plus délibéré et artistique de la photographie. Les revues de Condé Nast deviendront ainsi le terrain d'entraînement où se formeront certains des plus grands maîtres de la photographie du XXe siècle. Ces jeunes photographes, du calibre de Cecil Beaton et Man Ray, s'interrogeaient continuellement sur le corps, l'identité, le regard et sur la signification morale de la beauté. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous vous trouvez au Palazzo Grassi. Ou peut-être que vous êtes chez vous, ou en voyage à Venise, et que vous envisagez de venir voir l'exposition Chronorama. Dans tous les cas, suivez-nous dans ce parcours. La première photo dont part ce récit est le portrait d'une dame qui avait décidé de s'habiller d'une manière assez insolite et courageuse pour son époque. Allons faire sa connaissance. Dans un essai publié en 1924, intitulé Mr. Bennett and Mrs. Brown, l'écrivaine Virginia Woolf écrit une phrase, courte et mystérieuse, qui est restée dans l'histoire de la littérature. La phrase en question dit « En décembre 1910, ou autour de cette date, la nature humaine a changé. » C'est une assertion assez cryptique, ouverte à plusieurs interprétations. Mais il ne fait aucun doute que dans les années 1910 et 1920, beaucoup de choses étaient en train d'évoluer, notamment le rapport entre les sexes. Une photographie en particulier documente un de ces changements. Elle a été réalisée en 1911 par Paul Thompson, photographe et propriétaire d'une petite agence de photographie new-yorkaise, dont la production, entre 1910 et 1920, a régulièrement été publiée dans les quotidiens et la presse populaire. Le catalogage des archives nous apprend que l'image appartient à Vanity Fair, mais n'est jamais parue. La voici à présent affichée dans la première salle de l'exposition, au premier étage du Palazzo Grassi. Il s'agit d'un portrait en pied. Observons ensemble cette figure en partant du bas. Le sujet porte des chaussures noires, une paire de pantalons sombres, une veste, des gants, une cape de vison. Une paire de lunettes de vue ovale et un chapeau haut de forme. Dans sa main droite, un parapluie.
La main gauche serre entre ses doigts un carré d'étoffe à rayures, peut-être taillé dans un drapeau américain. Ce qui est exceptionnel dans cette photo, c'est que le sujet est une femme, habillée en homme, portant pantalon. Car il faut bien se souvenir qu'autant que cela puisse aujourd'hui sembler inconcevable et absurde, à l'époque, aucune femme n'était autorisée à se promener dans la rue vêtue de pantalon. La femme de la photo s'appelait Mary Edwards Walker, plus connue sous le nom de Dr Mary Walker. Elle était médecin, avait servi comme chirurgienne pendant la Seconde Guerre de Sécession et militait pour les droits des femmes, en particulier pour le droit de vote et la réforme de la tenue vestimentaire. Mary était née en 1832 d'un père et d'une mère hors du commun, fondateurs d'une école élémentaire gratuite. Dès son enfance, ses parents avaient encouragé Mary à raisonner par elle-même. Au cours de son existence, elle s'est souvent habillée comme un homme, en réclamant le droit notamment parce que, selon elle, les vêtements féminins pouvaient être contraires à l'hygiène et, dans le cas du corset, non seulement incommodes, mais aussi punitifs. Son entêtement à se vêtir comme un homme lui a valu d'être incarcérée. À quiconque lui demandait de justifier ses choix, elle faisait cette réponse, lucide et inattaquable. « Je ne porte pas des vêtements d'homme, je porte mes vêtements. » En 1910, une compositrice anglaise nommée Ethel Smith écrivit le chant « La marche des femmes ». C'est l'hymne qui allait accompagner les manifestations des suffragettes. Un an plus tard, Paul Thompson prit cette photo de Mary Edwards Walker exposée au Palazzo Grassi. Mary avait alors près de 80 ans. À bien y regarder, il y a dans ce portrait quelque chose qui va au-delà des pantalons et du haut de forme. Une certaine contenance, une manière de poser qui évoque ces vieux monsieur debout, bombant le torse, peut-être des anciens combattants, qu'on voit sur beaucoup de photographies de l'époque. Le palais néoclassique qui lui sert de fond encadre parfaitement les contours de l'image et donne à Mary Walker l'allure d'un père de la patrie. Ou peut-être, faudrait-il dire, une mère de la patrie. Mary Edwards Walker mourut en 1919. Un an plus tard, le 19e amendement de la Constitution des États-Unis est approuvé. Les femmes américaines obtiennent enfin le droit de vote. Laissons à présent le Dr Mary Walker et allons contempler une deuxième photo. De nouveau, il s'agit d'une image qui documente l'ascension d'une féminité qui ose de plus en plus se mettre au premier plan, quoique le sujet ne soit plus une doyenne des suffragettes, mais une fillette. L'auteur de l'image est le baron Adolphe de Meyer, le premier photographe de rédaction de Vogue, surnommé le Debussy de la photographie, peut-être pour le style doux et rêveur d'une grande partie de ses clichés. De Meyer, né à Paris en 1868, a tiré le portrait à de nombreuses figures de l'univers mondain international, comme la célèbre aristocrate italienne Luisa Casati Stampa di Soncino. Dans cette photo d'Adolphe de Meyer, prise en 1919, le sujet, donc, est une petite fille. Le photographe n'use pas ici du langage édulcoré généralement de mise à l'époque dans la photographie et l'illustration pour raconter l'enfance. Il fait même tout l'inverse. L'expression de la petite est boudeuse, comme cela arrive souvent aux enfants, mais en même temps son regard défiant, menaçant presque, est le signe d'un caractère ambitieux et déterminé. En outre, la présence d'une mappemonde à côté de l'enfant semble révéler chez la fillette une sorte de volonté de puissance. Sa petite robe sophistiquée, combinée à une coupe au bol avec une courte frange, inscrit cette petite fille, peut-être de manière provocatrice et ironique, dans l'esthétique et l'imaginaire des flappers, un mot d'argot qui, dans les années 20, désignait un mouvement de femmes particulièrement rebelles qui dansaient le charleston et aimaient les autos sportives. Revenons à l'énigmatique phrase de Virginia Woolf citée plus haut. Écoutons-la de nouveau.
En décembre 1910, ou autour de cette date, la nature humaine a changé. Peut-être Virginia Woolf ne se référait-elle pas exclusivement aux changements les plus évidents de la société, c'est-à-dire ceux concernant l'habillement, les valeurs et le rapport entre les sexes. Peut-être faisait-elle allusion à un phénomène affectant l'humain plus en profondeur, touchant à sa conscience, à la structure même de l'esprit. Pour étayer cette idée, on peut prendre en exemple une photo de 1921 publiée dans Vanity Fair. Le personnage qu'elle représente est une véritable légende du siècle dernier. Il s'agit de Jean Cocteau, écrivain, dramaturge, metteur en scène et acteur. Il se trouve sur le décor d'une de ses pièces de théâtre, Les Mariés de la Tour Eiffel. Cocteau, 22 ans, d'une élégance extrême, est photographié tandis qu'il lit et déclame devant l'embouchure tubulaire d'un gigantesque phonographe. Le phonographe, invention de Thomas Alva Edison, est un dispositif qui permettait l'enregistrement et la reproduction du son. C'est au phonographe qu'on doit un document incroyable qui a conservé l'empreinte vocale de grandes figures très éloignées de nous dans le temps. Parmi elles, le poète Walt Whitman et la scientifique Marie Curie. La société américaine de radiologie, pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici. All alike and good. Grow and grow. Young or old. Aujourd'hui, le phonographe fait l'effet d'un instrument encombrant et grotesque. Mais en tant que descendants de cet univers et de cette époque, faisons néanmoins l'effort de comprendre. Sans doute un lecteur de Vanity Fair en 1921 ressentait-il un étonnement semblable au nôtre devant certains objets, fruits de l'innovation et du design. Au fond, l'image du jeune Cocteau, surmontée de cette machine à enregistrer le son, décrit un phénomène qui nous regarde de près, à savoir le début d'un rapport entre hommes et machines qui frôle la fusion, l'hybridation. Peut-être était-ce aussi de ces profondes transformations que parlait Virginia Woolf, de l'impact sur la culture et sur l'esprit de l'innovation scientifique et technologique. Du reste, c'est à cette même époque que le physicien théoricien Albert Einstein commence à remettre en question les concepts d'espace et de temps. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Un portrait d'Albert Einstein a justement été publié dans un numéro de Vanity Fair en 1923. Cette année-là, Einstein est un homme de 44 ans aux cheveux poivre et sel. On le voit dans son bureau, portant veste, gilet et cravate, suspendu dans cette terre du milieu entre une jeunesse désormais fanée et les prémices de l'âge mûr. Pourtant, dans son regard, on reconnaît cette nuance de caractère si particulière, ironique, atemporelle, aussi indissociable de lui que la théorie de la relativité. Faisons à présent un bond en avant pour arriver en 1937. Dans le monde, toutes sortes de choses se sont passées. Le fascisme gouverne l'Italie depuis 15 ans. La Luftwaffe d'Adolf Hitler a déversé un tapis de bombes sur le petit village basque de Guernica. Nous sommes au seuil de la Seconde Guerre mondiale. Dans la grammaire de la photographie, énormément de choses ont changé. Et, lentement, en partie grâce aux revues comme Vogue et Vanity Fair, la photographie de mode s'est faite plus à l'écoute du monde, plus inquiète aussi, mais également ouverte à l'expérimentation. Prenons en exemple une photo et son auteur, un des photographes les plus importants du XXe siècle, Cecil Beaton. Le titre de la photo, publié dans les pages de Vogue en 1937, est « Débutante en robe du soir ». L'image se trouve dans la salle qui conclut la section de l'exposition dédiée aux années 30. Dans cette photographie, de nouveau, le thème central est le rapport entre les sexes. Cecil Beaton rejoint Vogue comme illustrateur en 1927. Il a commencé à faire de la photographie à l'âge de 11 ans. Petit, il collectionne les photos d'actrices.
Au fil de sa longue carrière, il réalisera les portraits de stars comme Greta Garbo ou encore Marilyn Monroe et jusqu'aux Rolling Stones. Selon Beaton, la beauté est un don divin. What a marvelous thing great physical beauty is. It's nothing less than a living miracle. Sur cette splendide photo de 1937, on voit 4 jeunes femmes en robe de soirée. Chacune tient des 2 mains un beau bouquet de fleurs. Seule une des 4 esquisse un sourire. Les autres ont des expressions plus graves, légèrement assombries. Derrière elles se trouve un mur sur lequel se dressent 4 ombres sinistres. Il ne s'agit pas des ombres projetées des corps des 4 jeunes femmes, mais d'ombres masculines en costume de soirée et chapeau haute forme. D'où viennent ces ombres ? À qui appartiennent-elles ? L'effet est des plus sinistres. Ici, Cecil Beaton laisse la photo de mode être contaminée par les inquiétudes semées au tout début du XXe siècle par les théories sur l'inconscient de Sigmund Freud, qui ont profondément influencé les avant-gardes et tout particulièrement le surréalisme. Avec un peu d'imagination, on peut voir dans cette image le présage d'une ombre plus large, celle qui, justement ces années-là, commence à envelopper le monde jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939. Si vous voulez continuer ce parcours photographique du XXe siècle, lancez le prochain épisode. Nous nous y arrêterons sur le travail de photographes comme Robert Doisneau, Irving Penn et Diane Arbus, et sur les années 40 et 50, années de guerre et d'après-guerre, de destruction et d'espoir, documentées dans les splendides photographies de Chronorama, la grande exposition du Palazzo Grassi réalisée à partir des archives Condé Nast.